de Jan Patočka. Dans le vécu même est donnée une certaine métaphorique naturelle, involontaire. Nous ne nous en apercevons pas. Aussi est-elle souvent banale. La table se dresse, le tapis s'étend, etc. Cette métaphorique banale est plus facile à élucider, car elle est déjà explicite, achevée. En revanche, celle qui dans la vie ne cesse de se créer et n'est pas encore explicite est l'apanage des poètes, excepté bien sûr ceux d'entre eux qui inventent leur poésie. Donc c'est de Jan Patočka. Pensez à la chanson d'Yves Montand. Ils m'ont tapé sur la tête, je ne me souviens plus pourquoi. Bonjour. Bonjour. Donc merci de nous accorder cet entretien et tu viens aujourd'hui pour un recueil de poésie qui s'appelle L'exigence de la chair, qui est paru aux éditions Corlevour. De Corlevour, oui. De Corlevour, oui, exact. Et donc du coup, on voulait savoir déjà, pour commencer, d'où ça devient ce goût pour la poésie, pour l'écriture poétique. Alors j'ai toujours aimé la poésie. J'ai fait des études littéraires, enfin des classes prépa littéraires avec un peu de maths, mais je faisais ça comme ça. Ça s'est précipité comme un précipité en chimie suite à une épreuve de vie. Mais en même temps, je me suis intéressée pendant plus de 25 ans un peu sérieusement à la psychanalyse. Et encore une fois, les métaphores et les métonymies, c'est le matériau de la psychanalyse. Et en même temps, j'ai toujours aimé la littérature. Ça a été comme une bouée de survie pour moi, pour survivre et pas seulement vivre. Parce que quand on est éprouvé, eh bien, même si par ailleurs la vie continue, à cet endroit-là, on est mort localement. On n'en revient pas. Et la littérature, c'est comme une bouée pour moi pour pouvoir vivre, en fait. Voilà. Survivre. Voilà. Continuer à être encore moi, même si c'est plus possible d'être toujours moi. C'est un peu bizarre, mais c'est un peu comme ça que je le ressens. Et comment ça se passe pour toi, l'écriture d'un poème? Alors c'est assez bizarre. Vous voyez, petite, ma mère me disait d'aller à la cave parce que je faisais de la poterie, il fallait pas salir. Donc comme ça, je l'embêtais pas. Et il y avait de l'argile, tout ça. Et ce qui se passe, c'est que j'écris tous les jours. Et les feuilles s'accumulent. Ça peut être 4-5 lignes par jour, pas plus. Mais je prends beaucoup de temps, quelques heures pour faire ça. Je lis, j'écris. Et à un moment, je me retrouve avec... c'est comme si c'était une montagne de charbon. Et que moi, je sais qu'il y a quelques pépites, et il faut que je retravaille cette montagne de charbon. Et après, je fais comme un collier. C'est comme de l'orfèvrerie pour moi. Et donc, j'ai le matériau. Et après, je retravaille. Et il y a une sorte de passage au tamis. Et parfois, c'est des détails. Et parfois, il y a des lignes qui passent pas la nuit. Parce que le matin, d'un seul coup, leur médiocrité me saute aux yeux. Et parfois, quelques lignes, restent. Ou alors, en retravaillant un peu, en changeant juste un mot ou deux. C'est comme de la dentelle. Parfois, il faut juste changer 2-3 mots et ça change tout. Il faut beaucoup supprimer de choses. C'est bizarre, mais c'est en enlevant que d'un seul coup, la beauté apparaît. Voilà. D'accord. Alors, avant de parler du cœur du recueil, on voulait savoir pourquoi tu as associé dans le titre exigence et chair. Nous, quand on lit le recueil, on comprend. Oui. Mais et puis une petite anecdote. Longtemps, j'ai lu le recueil plusieurs fois et longtemps. Pour moi, le titre, c'était l'évidence de la chair. C'est joli. L'évidence vous aveugle quand elle ne vous crève pas les yeux. Je ne sais pas. Donc, du coup, est-ce que tu as une explication de où c'est venu comme ça? D'abord, l'exigence de la chair, ça apparaît dans le recueil, parce que à un moment, je cherchais un titre et je me suis dit, peut-être, justement, c'est dans l'évidence, on va avoir. Et c'est peut-être idiot ce que je veux dire, mais mon père étant petite,
enfin quand moi j'étais petite, il aimait bien taper lui à la machine, il m'apprenait à taper à la machine. Et il aimait bien des phrases du style je veux et j'exige pour m'entraîner à parler. Donc ce mot exige, c'était tout un univers pour moi petite. Et puis aussi je trouve que dans nos sociétés on est trop coupé de nos corps, enfin de ce qui nous entoure. Or là, vous voyez, même avec le Covid, on a compris, et Bruno Latour le montre et tout ça, qu'on est un vivant parmi les vivants et qu'on ne peut pas être coupé du monde. Que sinon on vit pauvrement, que c'est triste de ne plus entendre de chants d'oiseaux, d'être coupé de tout ce qui nous entoure, et qu'au fond, le corps, il a des exigences, et qu'on a besoin de pas être coupé de ce qui nous entoure, parce que sinon on devient complètement con, enfin pauvre, on a une vie plus triste, quoi. Et la tristesse, je suis pas spinoziste spécialement, mais ça diminue ma puissance d'agir, quoi. Voilà. Donc du coup, tu trouves que dans la société en général, le corps est un peu mis en retrait. Le corps, disons que la chair, c'est le corps qui désire. Le corps, en fait, il est coupé du monde. Par exemple, quelqu'un comme Merleau-Ponty, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Par exemple, dans la phénoménologie de la perception, il regrette d'avoir employé un vocabulaire qui distingue le corps du monde, enfin le sujet du monde. Et dans des livres comme l'œil et l'esprit, le visible et l'invisible, il se reconcentre sur le centre encore muet de l'expérience, et c'est ça qui l'intéresse. Et par exemple, par rapport à un philosophe comme Sartre, il n'oublie pas le corps, Merleau-Ponty, et en fait, ce corps est traversé par ce qui nous entoure, par le désir. Et même dans le livre, j'invite quelque part le lecteur à habiter ce désir. C'est une mise en mouvement. Être un être vivant, c'est être un être de désir. Et tous les gens qui veulent tuer le désir, c'est des gens qui veulent tuer ce qui est vivant en nous. C'est quelque chose de triste, quoi. C'est une chance d'être en vie, d'être vivant. Alors on va rentrer plus précisément dans le recueil, mais donc du coup ce que tu dis me rappelle quelque chose. Et en lisant l'exigence de la chair, je me rappelais, ça me faisait rappeler quelque chose, et du coup ça me faisait rappeler quelque chose qui est là-dedans, que je vais Roland Barthes, qui est dans le livre de Roland Barthes qui s'appelle Le degré zéro de l'écriture. Et Roland Barthes, parlant du style, à un moment dit que le style c'est une partie d'un infralangage qui s'élabore à la limite de la chair et du monde. Ah, c'est joli. Et donc du coup on est là en fait, je pense. Ça m'a fait rappeler ça. Puis dans l'idée de monde, il y a l'idée d'unité aussi. Oui. C'est un... Donc voilà. Rentrons dans le vif. Ouais. vif du sujet. Dans ton langage poétique. Donc tu écris en vers libre. Enfin, ce recueil est écrit en vers libre. Oui. C'est un langage affranchi de toute ponctuation. Oui. Il exprime une sensualité plutôt intense et impérieuse, en des formulations que je trouve personnellement franches et originales. On avait une question là-dessus. Oui, et la suite de la question, c'est comment as-tu travaillé pour faire en sorte que ça soit ni cru, ni abstrait, ni abstrait. Voilà. Souvent, ce qu'on me dit justement, c'est qu'il n'y a pas, je suis pas tombée dans le narcissisme. Enfin, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça lui faisait penser à une métaphysique du désir. Bon, d'abord pour la ponctuation, je voulais y revenir. En réalité, moi, je suis pas une spécialiste. J'ai fait ça. C'est un travail, c'est que je me suis mise au travail régulièrement. Parce que ça m'a aidé à vivre de manière, ça comptait particulièrement. Et par exemple, le manque de ponctuation. Au départ, moi, j'avais mis une ponctuation, et c'est en l'enlevant que le texte s'est révélé. Et là, je me suis aperçue que mon texte est presque comme un Rubik's Cube, comme une vague. Ça prenait sens. Les poèmes, selon la manière dont on les lit, on peut voir plein de sens. Et ils nous apparaissent pas tout de suite. Même moi, je me suis pas aperçue de ce que j'avais pu dire tout de suite. D'ailleurs, c'est Solers, je crois, qui disait que la ponctuation, c'est le cache-sexe de la littérature. Et là, on est un peu... Je dis pas que j'ai fait l'origine du monde, d'ailleurs, on devrait dire le commencement du monde, mais... voilà, ça parle. D'ailleurs, il a écrit Paradis, il n'y a pas de ponctuation, c'est en plein milieu. Mais moi, j'ai voulu écrire comme une vague, en fait. Je rêve souvent que je suis une vague de passage, en fait. On est juste de passage. Et
Et encore une fois, c'est aussi l'influence et le fait que j'ai été marquée par la psychanalyse qui m'a presque sauvé la vie, je pense. Encore une fois, parce qu'on n'est pas là où on croit être. Quand on parle, on dit autre chose que ce qu'on croit dire. Et ça m'est apparu à la fin, quoi, à la fin du texte. Et voilà. Et j'ai écrit ça quand même dans un drôle d'état. Enfin, c'était bizarre. Parce que, voilà, c'était dans un état physique aussi où j'étais. En fait, je demandais pas beaucoup de conseils. J'ai écrit ça un peu dans une grande solitude. Et après, j'ai demandé qu'est-ce qu'on pouvait en penser. Enfin, j'ai demandé je crois que je l'ai fait lire, et c'est le parrain de ma fille, Jean-Claude Assé, qui m'a. Quand il a vu le texte, il m'a dit faut que tu le soumettes à des éditeurs, enfin que tu le fasses publier. Mais sinon, moi, j'aurais fait juste une petite vidéo comme un cadeau d'amour, comme ça. Voilà, juste ça. Au fil de ton recueil, on trouve notamment des adjectifs, des adverbes et des participes passés qui sont substantivés, employés comme des noms. Est-ce que ce genre de formulation, c'est des formulations qui s'imposent à toi spontanément, ou est-ce que c'est le fruit d'une réflexion sur l'écriture? Alors quand j'écris, c'est un travail, c'est pas simplement dire ce que j'exprime, mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment, j'ai comme un état de douleur psychique. Enfin, j'arrive plus à. En fait, c'est comme s'il fallait que je retapisse ma tête de quelque chose d'habitable. Enfin, il faut que j'arrive à réhabiter le monde, parce que parfois, ça m'est arrivé dans ma vie que je n'y arrive plus, quoi, du tout. Et donc, il faut que je remette de l'humain là où ça crie, et je le fais avec des mots. Et enfin voilà, c'est ça qui m'est arrivé, quoi. Voilà. Oui, mais alors quand on lit ton recueil, ouais. Tu parlais tout à l'heure c'est comme un tas de charbon où il y aurait des pépites dedans, mais ce dont on s'aperçoit quand on le lit, c'est que très souvent, ça va jusqu'à presque dire des choses, et là, hop. Alors là, simplement, parce que je reviens à la question et je vais répondre aux deux, c'est qu'à un moment, je sentais bien que je tordais la langue et que j'étais à la limite un puriste pourrait parfois essayer de se dire tiens, ça c'est pas correct, mais je tordais la langue, ça correspondait à une sorte de besoin pour vivre. J'arrive pas à vivre si je parle pas de cette manière-là. En tout cas, il me faut cet espace-là. Je pourrais pas vivre dans un monde complètement dépulpé avec moi les smileys, cette façon de parler comme dans les aéroports ou comme dans les trucs administratifs. Je peux pas. Je peux pas. C'est impossible pour moi. En tout cas, à un moment, il faut que j'ai un espace, que je me crée une bulle pour pouvoir respirer, quoi. Voilà. Et puis. Mais non, mais justement, tu parlais de tordre la langue, mais pour nous, enfin à la lecture, c'est ce que j'essayais de dire un peu malhabilement, mais non, très bien. Très souvent, ça pourrait aller jusque. On comprend parfaitement le langage des corps, on comprend parfaitement ce qui se passe, et tes phrases, à un moment, tu tords la langue pour aller vers plus poétique, plus... Alors là, je sais, ce qui se passe, c'est que j'aime bien, et la psychanalyse, c'est ça aussi, c'est dire quelque chose et laisser au lecteur, ou même à celui qui entend pour la psychanalyse, une grande liberté. Quand vous regardez bien, celui qui a aimé sait très bien de quoi je parle, et en même temps, on peut... Quelque part, moi, je prétends pas avoir la bonne lecture de ce que j'ai écrit, mais il y a j'essaye d'offrir de la liberté au lecteur. Et ça, c'est très, très important finalement. Enfin, ça compte même. Parce que, voilà, c'est cette liberté-là que je donne. C'est-à-dire que je prétends pas. Parce que si on dit les choses un peu trop crûment, moi personnellement, ça me fait pas rêver. Séduire, c'est faire rêver. Et quand c'est trop cru, ça va pas. Il faut être sur la tangente. Il faut être sur. Moi, je me sens comme un funambule sur une vague. Enfin, quand j'étais plus jeune au collège, on est allé à Beaubourg avec ma prof de français, Madame Jessus, je me souviens.
Et j'ai acheté une petite carte postale, c'était une femme qui avait une jupe blanche, on aurait dit, moi ça me faisait penser à l'écume des vagues, et j'ai adoré cette carte postale, je l'ai gardée pendant quelques années, et j'avais envie d'être l'écume sur une vague, ce que j'ai envie d'être en fait. Voilà. Et est-ce qu'on peut dire que dans ton recueil, le sujet est un corps comblé qui s'adresse à un corps qui le comble? Eh bien, par exemple, l'homme pour qui j'ai écrit ce recueil, ce que j'aime beaucoup chez lui, alors c'est un peu peut-être choquant ce que je vais dire, mais ce qui me met au travail, c'est que ça me fait écrire. Au fond, j'aime qu'il fasse ça. Quelque part, c'est tout ce que je lui demande. On dit que toute demande est une demande d'amour, mais si déjà il sait faire ça, me donner envie de vivre et envie d'écrire, ben c'est merveilleux, ça me suffit. Moi, vous savez, je sais très bien qu'au fond, on est tout seul. J'attends pas des autres qui règlent quelques problèmes que ce soit pour moi, ou je le sais bien. Mais si déjà ça me donne envie de me mettre en mouvement, eh bien ce mouvement, j'ai envie de le faire partager. Et quelque part, le lecteur, il est invité à entrer dans ce désir-là, et je lui donne ce désir et ce mouvement ce désir que je mets en route, profiter du mouvement, quoi. Voilà. Oui, on avait avec Aloïs, on avait un petit débat là, oui, sur ce sujet-là, parce que Aloïs dit c'est un corps comblé qui s'adresse à un corps qui le comble, et moi j'ai eu l'impression à la lecture que c'était plus une question-réponse. Disons, quand on aime quelqu'un, on a l'idée que l'autre a la réponse à l'idée de ce que c'est qu'exister. Mais vous savez, pendant longtemps dans ma vie, j'ai été un peu malheureuse. Vous savez, je suis passée dans une émission et j'ai dit oui, je ne veux pas attendre comme une pauvre chose, mais en fait j'ai un peu crâné, parce que j'ai passé beaucoup de temps de ma vie à attendre devant une porte quelqu'un. Et d'ailleurs, même le père de ma fille, je l'ai attendu longtemps, parfois devant la porte, et il habitait pas loin de là où mon père venait d'être enterré. Donc je pense que j'ai dû faire ça ferait le régal des Lacaniens, mais j'ai attendu longtemps, j'ai attendu beaucoup en fait. Maintenant, c'est comme si j'ai été libérée de ça depuis que j'ai écrit ce livre. Tout ce mal-être, toute cette souffrance-là, eh bien, elle est plus pathologique, quoi. Elle se transforme en mots, et j'ai envie de dire que moi je me situe dans le silence entre ces mots, dans l'entre-mot. Enfin, j'ai l'impression que je suis entre les mots que j'écris. Je sais que c'est bizarre de dire ça, mais voilà, je me sens comme ça. Donc en fait j'ai un petit peu crâné, et aussi ce livre au fond il est aussi le fruit de tout ce que j'ai pu traverser ou vivre, mais sans aucune rancœur. Au fond, maintenant, je suis presque reconnaissante, parce que je peux. Disons que c'est pas un savoir positif, ces épreuves-là, mais je suis pas sans savoir ce que ça peut faire quand on a tout perdu, quand le sol, se dérobe sous nos pieds, et tout se ressemble quand on a tout perdu. Et moi, c'était quand même des choses qui me sont arrivées parfois. J'ai cru que tout était fini, dans un grand désespoir, et au fond. Vous savez, un peu, il y a un film de Fellini que j'adore qui s'appelle L'ennemi de. Alors, aidez-moi peut-être, Carabia. C'est la femme de Fellini qui joue ça. Et la fin de ce film, je la trouve merveilleuse. Cette femme, elle pourrait être la plus désespérée de toutes les femmes, mais elle se relève, puis elle continue. Et moi, je trouve ça magnifique, quoi. Voilà. Pour continuer un peu sur ton écriture, oui. Le temps employé dans le recueil, c'est le présent. Oui. Ça donne une impression d'immédiateté, en fait, dans ton expression. Est-ce que c'est intentionnel ou... Intentionnel, je sais pas, mais quand vous me parlez comme ça, je pense à c'est bête peut-être, mais ça fait 30 ans que je suis prof de philo, alors... Mais je pense au troisième genre de connaissance chez Spinoza, quand il dit « nous sentons que nous sommes éternels », et il le dit au présent. Et en même temps, on voit les choses sous l'angle de l'éternité. L'éternité, c'est pas le temps. Et il y a quelque chose d'éternel. Enfin, j'ai l'impression que ce désarroi ou cette, comment dire, c'est atemporel, quoi. Quand on est un être humain et qu'on traverse l'existence et qu'on a été éprouvé, donc pas seulement une expérience. Éprouvé, ça veut dire que
eh bien, à l'endroit où on a été éprouvé, on est mort localement. On n'en revient pas, il n'y a plus personne à cet endroit-là. Et il faut métaphoriser pour que qu'on puisse survivre, que d'un seul coup... parce qu'en fait, quand on est éprouvé, ça va plus de soi du vivre. On devient plus des vivants, on devient des survivants. Et il faut trouver un petit bricolage. Moi, mon livre, c'est ma façon de bricoler à moi, Kiloutou, pour continuer à vivre, en fait. Pour que je bricole, quoi. Je suis une bricoleuse. Alors, peut-être, du coup, la question, ça pourrait être, est-ce que, pour toi, ce recueil-là, c'est un jet, comme ça, et le prochain que tu vas faire, s'il y en a un prochain, ça sera tout à fait autre chose parce que tu t'es libéré entre guillemets de quelque chose, ou est-ce que s'il y a un prochain, il continue sur la même... Alors, il y a un prochain, il est là dans la pochette, et il y a Bruno Guattari dans le Margelle numéro 11. Il m'avait déjà publié pour l'exigence de la chair des extraits, même des poèmes inédits, pardon, dans le Margelle numéro 9. Et là, pour le Brasier, alors le titre changera peut-être parce que mon éditeur m'a dit que le Brasier, il avait déjà un titre dans le même genre, donc voilà. Mais donc je l'ai là. Et alors, comment dire, je pense que c'est pas une bonne idée de trop s'endormir sur des lauriers, et sur ces lauriers, pardon, et de refaire du réchauffé, quoi. C'est jamais très bon. Là, je pense que pour le Brasier, c'est comme si j'avais fait une translation entre le corps et le monde qui m'entoure, ce qui m'environne, en fait. Voilà. Et c'est comme si la sensualité, je l'avais mise dans le paysage. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est Gérard Wachman qui dit que la fenêtre, c'est ce qui transforme la nature en paysage. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans le nouveau recueil, qui pour l'instant s'appelle Le Brasier, mais qui changera peut-être de titre. Voilà. Ok. Et aussi, je voulais quand même rendre hommage à Dominique Sampiero, parce que quand je suis passée dans une première émission, j'ai complètement oublié parce que j'avais un peu le trac. Donc c'est Dominique Sampiero qui a fait une si belle préface. En plus, c'est un homme qui m'a sidérée quand j'étais très jeune, j'ai 51 ans, mais quand j'avais 18 ans, je l'ai entendu à France Culture, et je me souviens à l'époque, j'avais une petite cassette, j'avais des conférences de Sartre, et c'était si beau ce que j'entendais que je me suis dit, tant pis pour Sartre, et hop, j'ai enregistré Dominique Sampiero par-dessus, et je me dis, mais quel homme, c'est extraordinaire. Et vous voyez, à 51 ans, finalement, il me fait la préface d'un de mes livres, et c'est lui qui a trouvé le pseudonyme de Nathalie Swann, puisque il y a des lettres de mon de mon nom civil, si je puis dire. Et j'ai toujours adoré ce qu'il écrivait, ça m'a toujours bouleversée et mise au bord des larmes, quoi. Et il y a une vérité dans ce qu'il fait, c'est sublime, quoi. Vraiment. Je suis très 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 fière que ce soit cet homme-là qui ait fait ma préface. Et je lui ai pas assez dit parce que je travaille beaucoup comme professeur et parfois j'ai pas toujours le temps de l'appeler, et je voudrais lui dire à quel point j'aime ce qu'il fait et à quel point je l'aime, et que je trouve que cet homme-là, c'est un joyau de l'humanité, et que ce qu'il fait, ces poèmes, vous voyez, il y a des bombes qui changent rien, il y a des poèmes qui changent la vie, et qu'il en fait partie, il fait partie de ces gens-là, pour moi. Il rend l'humanité plus humaine, et je voulais vraiment lui rendre hommage. Parce que la première fois que j'étais passée dans des émissions, j'ai eu le trac et j'ai oublié tout ce que j'avais à dire. Mais là, lui, je veux pas l'oublier, quoi. D'accord. Bah, je veux pas. Ça pourrait être la fin de l'entretien, mais du coup, il me vient une question. J'ai oublié parce que j'ai oublié le livre. Ça suffit. Non, mais, donc du coup, t'es prof de philosophie. Et quel est l'apport pour toi de la philosophie dans ta poésie? Est-ce qu'il y a quelque chose ou... Alors, il faut savoir que quand j'étais plus jeune, j'ai été un peu trimballée par-ci par-là, et par un hasard miraculeux, je me suis retrouvée en classe prépa à Federme, à l'époque ça s'appelait HKS, et mon professeur de philosophie c'était Jean-Pierre Laloze. Je suis heureuse d'être arrivée à la poésie en étant passée par la philosophie, mais j'ai hâte d'oublier tout ça, mais je sens quand même qu'elle m'a traversé, la philosophie, si je puis dire. Alors, est-ce qu'avant de conclure, tu accepterais de nous lire
un ou des poèmes Oui, bien sûr. du recueil. Oui, bien sûr. Alors, dites-moi si vous avez des poèmes préférés, sinon, ben, À ta guise. à ma guise, bon, je vais lire un petit peu au hasard, Balthazar. On y va. J'aurais un petit peu comme ça. Alors, parfois, il y a des poèmes qui font juste une ligne, hein, d'autres qui sont plus grands, plus longs. Bon, j'y vais. Alors, là, c'est page 106. Mes écorchures avalent tes éboulements. Avant de fermer les yeux, la peau respire le présent à tes côtés. Hors de l'abîme, la transparence de ton rempart se jette dans le ravin avec la fraîcheur des torrents. Le long de mon âme repose sur le bord du sens de ta vie. Tes cognements décidés incendient ma cambrure d'une pluie de lumière. Voilà, j'en lis encore quelques autres. S'il te plaît. Ton oubli se réfugie dans le ventre de ma mémoire. Là, alors vous me dites, alors, page. On va voir 88. Bon, te rencontrer, c'est la peine d'exister. 96, je vais voir. Dites-moi, n'hésitez pas s'il y a des poèmes. C'est par tes yeux que toujours pour la première fois je vois. Ma frontière se couche à tes pieds et s'étend jusqu'à l'aube. Tu es l'enfant qui me précède et l'homme qui s'aventure vers mon paysage. Tes baisers immortalisent ma survie, se raniment du bout des doigts. Tu frôles mes lèvres sans mâcher tes mots. Ma langue barbare la route à ta pudeur. La fêlure de ma bouche avale tes blessures, tes éclats de sanglots, la sonorité profonde de tes souterrains. Vous me dites, hein? Je veux bien que tu lises celui qui est page 25. Page 25, Ouais. allons-y. Soyons fous. Les brisures crissent jusqu'au ciel, les cris des vitraux de cathédrale aux abords de mon silence. Se rassemble ta nécessité pour éprouver là où je t'accoste, où tant d'amour a manqué. Voilà. Merci. Merci. Je vous en prie. Alors, C'est moi qui vous remercie. Hein, parce que on veut pas te piéger, mais est-ce que moi, est-ce que je crierai comme un loup. est-ce que tu aurais des conseils de lecture de poésie là tout de suite ou c'est compliqué parce qu'on t'a pas prévenu et Non, mais moi, quand même, l'auteur qui m'a mise au travail, c'est Jean-Claude Asset qui m'a offert Le corps clairvoyant de Jacques Dupin. Ça m'a mise au travail. Il y a plein d'auteurs, Sylvie Fabre-G, Jean-Pierre Siméon, il y a Richard Rognier, avec qui j'ai signé d'ailleurs, Jean Grosjean, j'aime beaucoup. Des noms. Esther Tellerman, j'aime beaucoup cette femme. Alors en plus, on sent que il y a Lacan derrière, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'en oublie plein. Ça, c'est sûr. Sophie Géluca, je sais qu'une fois, elle a lu un texte. C'était, à Lille comme ça. J'ai dû me mordre les lèvres à sang pour pas m'éclater en sanglots devant tout le monde. C'était dans Moujik Moujik, c'est quand elle parlait d'un pull pour son père. Ça m'a bouleversée. Enfin voilà, et moi tous les livres de poésie que je peux trouver, je lis ça, puis hop, voilà, je me nourris de ça et je suis reconnaissante parce que je suis aussi le fruit de tous ces auteurs. C'est comme s'ils m'avaient sculpté, et ce que je suis, c'est tous ces livres-là qui m'ont sculpté, quoi, qui ont fait que je suis cette personne-là et pas une autre ou pas n'importe qui d'autre. Voilà. En tout cas, merci. Voilà, c'est moi qui vous remercie beaucoup.